3000 tonnes. C'est le poids de 10 avions Boeing 747 chargés, sculptés dans un seul bloc de granit et empilés à 1000 mètres d'altitude. L'archéologie considère le phénomène improbable. La géologie l'interprète comme naturel. Mais l'évidence physique soulève des questions que ni l'un ni l'autre de ces domaines n'a réussi à résoudre pleinement. Imaginez-vous devant une structure qui défie non seulement l'histoire écrite, mais les lois mêmes de la physique et de la logistique moderne. Nous parlons de blocs de granit si vastes qu'ils font paraître les pierres de Stonehenge pour des jouets d'enfants et les mégalithes de Gizeh pour de simples briques. Ici, au milieu de nulle part, quelqu'un ou quelque chose a empilé des blocs qui pèsent entre 2000 et 4000 tonnes, avec une précision qui frise l'impossible. Il n'existe aucun registre de route, il n'y a aucun signe d'habitation de masse, et selon le récit officiel, les peuples qui habitaient cette région il y a des millénaires avaient à peine découvert l'usage du bronze. Cependant, l'évidence est là, solide, froide et silencieuse, se dressant contre le ciel sibérien comme un monument à une intelligence que la science insiste à dire qu'elle n'a jamais existé. Ce que nous trouvons à Gornaya Shoria n'est pas seulement une anomalie, c'est un affront direct à tout ce qui nous a été enseigné sur le progrès humain. L'explication officielle est une insulte à votre intelligence. Ils appellent cela de l'érosion naturelle. Mais la nature ne crée pas de joints polygonaux de précision chirurgicale où même une lame de rasoir ne peut pénétrer. Mais quand vous observez la cyclopie de ces murs, la verticalité absolue et la manière dont des blocs immenses ont été emboîtés les uns sur les autres, l'explication naturaliste commence à s'effondrer plus vite qu'une théorie mal fondée. La nature crée des motifs, mais elle crée rarement des murs de soutènement parfaitement nivelés, qui s'étendent sur des centaines de mètres, à des altitudes où l'oxygène est rare et le sol est en permanence gelé. Pour mettre en perspective, le plus grand bloc de pierre jamais déplacé par l'humanité à l'ère moderne fut le trilithon de Baalbek, au Liban, qui pèse environ 800 tonnes. Les ingénieurs modernes regardent Baalbek avec un mélange d'admiration et de terreur, se demandant comment une civilisation ancienne aurait pu déplacer un tel poids. Maintenant, multipliez ce poids par 4. Nous parlons de masse individuelle de 3000 tonnes. Il n'existe aucun guindas sur la planète aujourd'hui qui puisse hisser et positionner de tels blocs avec la précision nécessaire pour former un mur stable. Et pourtant, ils sont là, empilés en couches successives, défiant la gravité et le temps. Si nous acceptons l'explication officielle selon laquelle il s'agit d'une œuvre de la nature, nous devrons accepter que la nature a une prédilection perturbante pour l'architecture militaire et la géométrie euclidienne. La découverte initiale de ce lieu a été maintenue sous un voile d'obscurité pendant des décennies. Ce lieu a été effacé des cartes officielles pendant des décennies. L'accès était formellement interdit. Le motif ? Ce qui a été trouvé ici n'est pas seulement une ruine. C'est une technologie qui défie notre propre compréhension de la physique. Les natifs de la région racontent des histoires de dieux qui sont venus des étoiles et ont construit des cités de pierre en une seule nuit. Des histoires que les archéologues traitent comme un folklore non pertinent mais qui, devant ces blocs titaniques, commencent à sonner beaucoup plus plausible que l'idée que le vent et la pluie ont sculpté des angles droits dans du granit solide. En marchant parmi ces ruines, la sensation est que nous sommes dans un lieu qui a été volontairement effacé de la mémoire collective de l'humanité. Les blocs présentent des marques d'une coupe si propre qu'elles suggèrent l'utilisation de technologies thermiques ou acoustiques que nous sommes encore loin de comprendre. En certains points, le granit semble avoir été ramolli, moulé comme de l'argile, et ensuite durci à nouveau, une technique que nous observons dans des lieux aussi distants que Sacsayhuaman au Pérou ou Ollantaytambo. Comment est-il possible que la même méthode de construction, le même style artistique et la même ambition impossible de déplacer des pierres colossales apparaissent sur des continents différents, séparés par des océans et des millénaires? La réponse évidente est une civilisation mère, une culture globale antédiluvienne qui maîtrisait des lois de la physique que nous considérons aujourd'hui comme surnaturelles. Mais admettre cela reviendrait à déchirer tous les livres d'histoire et à repartir de zéro. Et l'Académie n'est pas prête pour cette humiliation. Les critiques diront que le granit se brise naturellement en forme rectangulaire. Mais ce qu'ils n'expliquent pas, c'est pourquoi ces formes rectangulaires sont empilées les unes sur les autres, créant des joints si fins que vous ne pouvez pas insérer une lame de rasoir entre eux.
Il n'explique pas pourquoi ces formations suivent une orientation astronomique spécifique, s'alignant avec des événements célestes qui étaient fondamentaux pour les cultures anciennes du monde entier. Et, par-dessus tout, il n'explique pas les anomalies magnétiques détectées sur le lieu. Les boussoles deviennent folles près des murs de Gornaya Shoria. Les instruments électroniques échouent sans raison apparente. Le site émet un champ d'énergie qui suggère que ces mégalithes n'étaient pas seulement passifs, ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, peut-être un réseau global d'énergie ou un système de communication que notre science matérialiste est incapable de détecter. L'échelle du défi d'ingénierie ici est si vaste qu'elle réduit au silence tout argument sur des outils en cuivre ou des cordes de chanvre. Nous parlons d'un volume de roche qui exigerait une main-d'œuvre de dizaines de milliers d'hommes, tous ayant besoin de nourriture, d'abris et d'infrastructures, dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la Terre. Où sont les restes de ces cités ouvrières? Où sont les carrières d'origine? Dans de nombreux cas, il semble que les blocs ont été retirés de sites à des kilomètres de distance et transportés à travers des terrains accidentés qui rendraient tout transport terrestre conventionnel d'une impossibilité physique. Chaque question que nous posons ouvre un nouvel abîme d'incertitude. Et plus nous regardons les murs de la Sibérie, plus nous réalisons que ce que l'on nous raconte sur le passé de l'humanité n'est pas seulement incomplet, c'est une fiction délibérément maintenue pour nous garder ignorants de notre véritable potentiel et de nos origines perdues. Si Gornaya Shoria était un cas isolé, nous pourrions peut-être, avec beaucoup d'efforts, accepter la théorie de la coïncidence géologique. Mais elle n'est pas seule. Elle fait partie d'une ceinture de mégalithes qui encercle le globe, partageant tous les mêmes caractéristiques, des pierres colossales, des emboîtements de précision chirurgicale et une absence totale d'explication de la part de l'histoire officielle. Pourquoi existe-t-il un silence si assourdissant sur ces ruines? Pourquoi ne sont-elles pas le centre de l'attention de tous les départements d'archéologie du monde? La réponse est simple. Elles sont anachroniques. Elles existent en dehors du temps autorisé. Elles sont la preuve qu'avant notre civilisation, il en a existé une autre, beaucoup plus puissante, qui a été balayée de la surface de la Terre par un cataclysme global, laissant derrière elle seulement ces sentinelles de pierre pour nous rappeler que nous n'avons pas été les premiers et que notre domination sur la nature n'est qu'une illusion passagère. En observant les détails des jonctions à Gornaya Shoria, nous remarquons quelque chose de perturbant. À certains points, la pierre semble avoir subi un processus de vitrification. Le granit a été exposé à une chaleur si intense que sa surface s'est transformée en verre. Cela n'arrive pas dans des incendies de forêt ou par des processus géologiques communs. Cela requiert des températures de milliers de degrés, focalisées avec précision. Serait-ce le vestige d'une arme ancienne? Ou peut-être le résultat d'une technologie de découpe par plasma qui a transformé la montagne en un chantier de construction? Quand vous commencez à considérer ces possibilités, l'image de l'homme des cavernes frappant des pierres l'une contre l'autre devient non seulement ridicule, mais insultante. Nous sommes devant les empreintes de géants, non par la taille physique, mais par l'intellect et la maîtrise technique. La Grande Muraille de Sibérie nous observe à travers les millénaires, nous défiant de récupérer le savoir perdu. Elle nous provoque à regarder au-delà des bords de la carte qui nous a été donnée. Chaque bloc de 3000 tonnes est un cri silencieux contre l'amnésie historique. Et tant que les chercheurs conventionnels continueront de détourner le regard, qualifiant l'impossible de naturel, le mystère de qui a réellement érigé ces murs continuera de croître, alimenté par l'évidence physique qu'aucune théorie ne peut effacer. Quoi d'autre est caché sous le permafrost de la Sibérie? Quels autres secrets attendent le moment où nous serons prêts à accepter que notre histoire est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus complexe et beaucoup plus sombre que nous n'avons jamais osé l'imaginer? Le déni systématique de la nature artificielle de Gornaya Shoria n'est pas seulement une question de prudence scientifique, c'est une stratégie d'autopréservation du récit historique dominant. Lorsqu'une équipe indépendante de géologues et d'historiens est arrivée sur place, ils n'ont pas trouvé seulement des pierres empilées, ils ont trouvé des preuves d'un complexe architectural qui suit les principes de la maçonnerie polygonale, la même technique trouvée à Cusco et dans l'Égypte pré-dynastique. Dans la maçonnerie polygonale, les pierres ne sont pas de simples rectangles, elles possèdent de multiples angles et faces qui s'emboîtent comme un puzzle tridimensionnel. Cette méthode est conçue pour résister à des tremblements de terre massifs,
car la structure ne possède pas de ligne de fracture continue. Pourquoi une formation naturelle choisirait-elle, par pure ironie géologique, d'imiter l'ingénierie parasismique la plus avancée de l'Antiquité? La probabilité que le granit se fragmente naturellement en motifs polygonaux répétitifs avec ce niveau de régularité est considérée comme extrêmement faible par divers chercheurs indépendants. En analysant la base de la structure, nous observons des blocs qui semblent avoir été comprimés par le poids colossal de ceux qui sont au-dessus, mais d'une manière qui suggère que la pierre était dans un état plastique au moment de la construction. Il existe des renfoncements et des protubérances qui se reflètent parfaitement entre un bloc et l'autre. S'il s'agissait d'érosion, nous verrions de l'usure dans les joints, nous verrions un arrondissement causé par l'eau et par la glace. Ce que nous voyons, cependant, ce sont des bords qui, bien qu'usés par le temps, maintiennent encore l'intention de leur forme originale. Certaines de ces pierres présentent des marques de coupe ou des dépressions circulaires parfaitement excavées, semblables à celles trouvées dans des carrières inachevées en Égypte et dans des lieux sacrés au Pérou. Ces marques n'ont pas de fonction structurelle évidente pour la géologie, mais dans l'archéologie interdite, elles sont reconnues comme des points d'ancrage pour des outils de lévitation ou des dispositifs de transport acoustique que notre science refuse encore d'étudier sérieusement. L'altitude à laquelle ces mégalithes se trouvent ajoute une autre couche d'impossibilité au scénario. Nous sommes à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans un terrain où la végétation est rase et le sol est instable. Pour déplacer un seul bloc de 1000 tonnes vers cette position, il faudrait une rampe de kilomètres de long avec une inclinaison minimale, construite avec un matériau plus résistant que le sol même de la montagne pour ne pas s'effondrer sous le poids. Il n'y a aucune trace de telle rampe. Il n'y a aucune trace d'infrastructure logistique. C'est comme si ces blocs avaient été déposés là en venant du haut, ou manifestés sur place à travers une technologie qui manipulait la masse et la gravité. Confrontés à cela, les universitaires préfèrent se concentrer sur de petites sections où l'érosion est plus sévère pour justifier leur théorie naturaliste, ignorant délibérément les sections où l'évidence d'une intervention intelligente est criante et indéniable. La connexion globale entre ces lieux suggère un plan maître. Si nous traçons une ligne reliant Gornaya Shoria à d'autres sites mégalithiques, nous commençons à voir des motifs géométriques qui impliquent la circonférence de la Terre. Cela nous amène à l'hypothèse que la Grande Muraille de Sibérie n'était pas seulement un mur ou une forteresse, mais une partie d'un réseau planétaire. Certains chercheurs suggèrent que le granit, étant riche en cristaux de quartz, possède des propriétés piézoélectriques. Une structure de cette taille, faite de granit pur et positionnée sur des failles géologiques spécifiques, pourrait fonctionner comme un gigantesque accumulateur ou transmetteur d'énergie tellurique. Serait-ce la raison pour laquelle les boussoles échouent et les équipements électroniques subissent des interférences inexpliquées dans la zone? Nous avons affaire à une technologie qui n'utilise pas de câbles ou de combustible fossile, mais qui interagit directement avec la résonance de la Terre. Le silence des autorités russes et de la communauté internationale sur Gornaya Shoria est perturbant. Alors que des sites beaucoup plus petits et moins impressionnants reçoivent des millions en financement pour des fouilles et le tourisme, les ruines de la Sibérie restent pratiquement intactes par les archéologues officiels. Il y a une peur latente que, si une fouille systématique est réalisée, la vérité qui émergera sera impossible à cacher. Ils pourraient trouver des outils qui ne devraient pas exister, ou pire, des restes biologiques qui ne s'insèrent pas dans l'arbre généalogique humain connu. Il est plus sûr, pour le statu quo, de tout étiqueter comme curiosité géologique et de laisser le temps et le permafrost continuer à enterrer les preuves d'un âge d'or perdu. Mais la pierre a une mémoire, et le granit ne ment pas. Un autre détail qui échappe aux yeux non avertis est la présence de canaux parfaitement coupés à la surface de certains des blocs supérieurs. Ces canaux semblent avoir été conçus pour l'écoulement de liquide ou pour la pose de poutres métalliques qui unissaient les blocs. Cependant, aucun métal n'a été trouvé. Cela suggère deux possibilités. Soit les métaux ont été pillés au cours des millénaires par des cultures postérieures qui ont trouvé les ruines, soit le matériau utilisé était d'une nature qui s'est complètement dégradée, ce qui impliquerait une antiquité bien plus grande que les 10 ou 12 000 ans suggérés pour la fin de la dernière ère glaciaire. Certains géologues indépendants estiment que l'usure de la surface du granit à Gornaya Shoria
suggère que la structure peut avoir des centaines de milliers d'années, repoussant l'origine de la civilisation vers un passé si lointain qu'il défie notre compréhension de l'évolution biologique. La précision du nivellement de ces murs est telle que, même après des millénaires d'activité tectonique et de cycles de gel et de dégel, ils restent étonnamment droits sur de nombreux tronçons. Cela indique que la fondation de ces structures a été préparée d'une manière que l'ingénierie moderne aurait du mal à reproduire à une telle échelle. Ils n'ont pas seulement empilé des pierres, ils ont préparé la base de la montagne, intégrant la structure artificielle à la roche-mère, d'une manière si organique que la ligne où finit la nature et où commence la construction devient floue. C'est l'apogée de la haute technologie ancienne, la maîtrise totale de la matière et l'intégration parfaite avec l'environnement. Alors que nous détruisons la nature pour construire, ils semblaient façonner la nature elle-même pour servir leurs desseins, laissant derrière eux un héritage qui est à la fois solide et subtil. À mesure que nous explorons les zones environnantes, nous découvrons que Gornaya Shoria n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe des récits de structures similaires cachées dans d'autres parties de la chaîne de l'Altaï et dans les profondeurs des forêts de la taïga où l'homme moderne met rarement les pieds. Nous sommes face à une civilisation qui occupait des territoires vastes et inhospitaliers. Maintenant, une unité architecturale et technologique qui suggère une gouvernance mondiale ou à tout le moins un échange de connaissances sans précédent. Comment cette culture a-t-elle disparu si complètement sans laisser de traces écrites? Ou se pourrait-il que les textes existent et soient conservés dans des archives secrètes, loin du public, car ils contiendraient des vérités qui pourraient déstabiliser les fondements de la société contemporaine? L'histoire interdite n'est pas interdite par manque de preuves, mais par excès d'implications dangereuses. Le paradoxe de Gornaya Shoria réside dans le fait que plus nous l'étudions avec les méthodes de la science moderne, moins elle a de sens dans le paradigme actuel. Si nous utilisons la logique de l'évolution linéaire du progrès humain, ces ruines ne devraient pas être là. Mais elles y sont. Elles sont des anomalies physiques qui prouvent que le progrès n'est pas une ligne droite, mais un cycle d'ascension glorieuse et de chute catastrophique. Nous vivons une période d'amnésie, regardant les monuments de nos ancêtres, comme s'ils étaient des œuvres d'extraterrestres ou des caprices de la nature, simplement parce que nous ne pouvons pas accepter que nous avons déjà été bien plus grands que nous ne le sommes aujourd'hui. Chaque bloc de 3000 tonnes est une cicatrice sur l'ego de la science moderne, un rappel que notre compréhension du temps et de la capacité humaine est terriblement limitée. Enquêter sur ces murs exige que nous abandonnions le préjugé selon lequel l'homme ancien était primitif. Nous devons commencer à demander non pas si ils ont construit, mais comment et pourquoi. L'échelle n'est pas compatible avec la vanité d'un roi ou la protection d'une tribu. L'échelle est planétaire, le but était fonctionnel, peut-être lié à la stabilisation de l'axe de la Terre ou à l'exploitation d'énergie que nous commençons à peine à redécouvrir. Gornaya Shoria est un défi lancé à travers les siècles, un sphinx russe qui garde des secrets qui pourraient être la clé de notre propre avenir technologique, si nous avons le courage de regarder le passé sans les œillères imposées par l'académisme orthodoxe. L'évidence physique de la technologie appliquée à Gornaya Shoria va bien au-delà du simple empilement de roches. Quand nous observons les surfaces de contact entre ces blocs titaniques, nous sommes confrontés à un phénomène que l'archéologie classique préfère ignorer: la rectification micrométrique. En plusieurs points de la structure, les faces du granit, l'une des pierres les plus dures de l'échelle de Mohs, ont été nivelées avec une précision que nous n'obtiendrions aujourd'hui qu'avec des scies à pointe de diamant ou des jets d'eau abrasifs à très haute pression. Pourtant, nous parlons d'une époque où, selon les manuels scolaires, l'outil le plus sophistiqué était le ciseau en cuivre ou la pierre de percussion. Essayez d'imaginer la logique de dégrossir un bloc de granit de 2000 tonnes avec un morceau de cuivre. Le cuivre se plierait et perdrait son tranchant en quelques secondes, tandis que la pierre resterait pratiquement intacte. Le paradoxe est évident, mais l'insistance sur l'erreur de la part des universitaires est ce qui rend cette histoire véritablement interdite. Dans certaines sections de la muraille, les blocs présentent une finition concave et convexe qui s'emboîte parfaitement, créant un joint de dilatation thermique qui suggère une connaissance approfondie de l'ingénierie des matériaux. Pourquoi des bâtisseurs primitifs
se soucierait-il de la dilatation thermique du granit? La réponse est qu'il n'était pas primitif. Il comprenait qu'une structure de cette magnitude, exposée aux variations extrêmes de température de la Sibérie, où le thermomètre oscille de 60 degrés entre l'été et l'hiver, s'effondrerait en quelques siècles si elle n'était pas conçue avec cette flexibilité interne. Ce n'est pas l'œuvre du hasard géologique, c'est le résultat d'un calcul structurel raffiné. C'est le même principe que nous voyons dans les fondations du temple de Salomon ou dans les plateformes de Tiwanaku, en Bolivie. Une signature technologique commune qui unit les coins les plus reculés de la planète sous une même école de pensée architecturale. La question du transport de ces blocs continue d'être la plus grande épine dans le pied de la science conventionnelle. Pour déplacer une masse de 3000 tonnes en haut d'une montagne, les bras et les cordes ne suffisent pas. Une surface de roulement parfaitement lisse et un coefficient de frottement presque nul seraient nécessaires. Certains chercheurs suggèrent que ces blocs n'ont pas été traînés, mais plutôt mis en lévitation par résonance acoustique. Cela ressemble à de la science-fiction, mais quand nous analysons les légendes des peuples anciens qui habitèrent la région, tous parlent d'un son assourdissant qui faisait marcher les pierres toutes seules. Coïncidence, dans des lieux comme l'Égypte et le Tibet, il existe des registres similaires de moines ou de prêtres qui utilisèrent le son pour déplacer des objets lourds. Si les mégalithes de Gornaya Shoria possèdent une haute teneur en quartz, ils seraient les récepteurs parfaits pour des fréquences sonores spécifiques qui pourraient annuler temporairement l'attraction gravitationnelle. C'est une technologie que nous avons perdue et que nous appelons maintenant magie seulement pour cacher notre propre ignorance. Mais qu'est-il arrivé au maître bâtisseur? L'évidence d'une destruction soudaine et violente est gravée dans les pierres mêmes. Dans certaines zones de la muraille sibérienne, nous trouvons des blocs immenses qui ont été projetés à des centaines de mètres de leur position d'origine, comme s'ils avaient été frappés par une force titanique. Il y a des signes clairs de fonte superficielle et de vitrification, où le granit s'est transformé en une substance vitreuse et sombre. Ce n'est pas le résultat d'une érosion millénaire. C'est le résultat d'une exposition à une chaleur intense et rapide, compatible avec une explosion thermique de proportions nucléaires ou l'impact d'un bolide céleste. La théorie du cataclysme du Drias récent, qui postule un événement catastrophique mondial, il y a environ 12 800 ans, trouve à Gornaya Shoria l'une de ses preuves les plus probantes. La muraille n'a pas seulement été abandonnée. Elle a été bombardée par un événement qui a redessiné la géographie de la Terre et a plongé l'humanité dans une ère de ténèbres et d'oubli. Le fait que la vitrification ne se produise que sur certaines faces des blocs, et non sur toute la structure, suggère une attaque ciblée ou une explosion venant d'une direction spécifique. S'il s'agissait d'un processus géologique naturel, comme le volcanisme, nous verrions une distribution uniforme de magma ou de cendres. Mais ici, ce que nous avons, c'est la pierre d'origine, soudainement altérée dans sa structure moléculaire. Cela soulève l'hypothèse d'une guerre ancienne, une guerre qui a utilisé des armes que notre histoire officielle dit n'avoir été inventées qu'au XXe siècle. Les textes indiens anciens, comme le Mahabharata, décrivent des armes qui brillaient comme 1000 soleils et réduisaient des cités entières en cendres. La Grande Muraille de Sibérie serait-elle l'un de ces avant-postes détruits dans un conflit préhistorique d'échelle mondiale? Pour l'archéologie orthodoxe, cette question est une hérésie, mais pour celui qui observe les pierres fondues de Gornaya Shoria, c'est la seule conclusion logique qui reste quand toutes les autres impossibilités sont éliminées. Le silence imposé sur ces données est opéré à travers une tactique de ridiculisation et d'isolement. Les chercheurs qui tentent de publier des études sur la vitrification artificielle ou les anomalies magnétiques de la région voient leur financement coupé et leurs lettres de créance remises en question. Cependant, le poids de l'évidence physique est impossible à ignorer pour quiconque a des yeux pour voir. Le granit ne se vitrifie pas aux températures d'un incendie ordinaire. Il exige environ 1300 degrés Celsius maintenus sous pression. Ou, dans la Sibérie d'il y a 12 000 ans, existerait-il une source de chaleur d'une telle magnitude, sinon dans un laboratoire de haute technologie ou dans le sillage d'une arme à énergie directe? La muraille est une archive muette d'une technologie qui surpassait la nôtre, et la peur que le public découvre cela
et ce qui maintient ces sites hors des itinéraires touristiques et des documentaires des grandes chaînes de télévision. En analysant la disposition spatiale des blocs qui sont tombés, nous réalisons que la muraille ne s'est pas effondrée par défaillance structurelle, mais par un impact externe de haut en bas. Cela écarte l'hypothèse des tremblements de terre, qui causent normalement des fissures verticales et des déplacements latéraux à la base. Ici, le sommet a été écrasé et fondu. Nous sommes devant une ruine qui raconte l'histoire d'une fin abrupte. Une civilisation qui maîtrisait la matière, la gravité et l'énergie, balayée de l'existence par un événement si traumatisant que l'humanité, en tant qu'espèce, a développé une amnésie psychologique collective. Nous avons transformé nos dieux et héros technologiques en mythes pour ne pas avoir à faire face à la réalité que nous sommes les survivants d'une apocalypse qui nous a presque éteints. La connexion entre la Sibérie, l'Égypte et le Pérou devient encore plus évidente lorsque nous étudions les angles d'inclinaison des structures. Il existe une proportion mathématique récurrente, basée sur le nombre pi et la proportion dorée, qui se répète dans tous ces lieux. Comment des peuples supposément isolés pourraient-ils partager le même système de poids et mesures et la même géométrie sacrée? La seule explication plausible est qu'ils étaient tous les héritiers d'une même source de connaissances. Gornaïa Shoria n'est pas une construction russe, c'est une construction humaine d'une époque où le mot « nation » n'existait pas et où la science et la spiritualité étaient une seule discipline. Le fait que ces monuments soient alignés avec des constellations comme Orion et les Pléiades suggère que l'objectif de ces constructions était peut-être de servir de miroir terrestre du ciel, une façon d'ancrer des énergies cosmiques en des points spécifiques de la grille énergétique de la planète. Le défi que Gornaïa Shoria nous impose est celui de reconstruire notre passé sans les lentilles du préjugé. Nous devons regarder ces blocs de 3000 tonnes et voir en eux non seulement des pierres, mais des informations. Ils sont le code source de notre histoire. Si nous pouvons déchiffrer comment ils ont été déplacés, comment ils ont été coupés et pourquoi ils ont été vitrifiés, nous pourrons enfin comprendre où nous allons en tant que civilisation. La muraille sibérienne est un avertissement. Le pouvoir technologique sans la sagesse pour le contrôler mène inévitablement à la vitrification et à l'oubli. Nous répétons le même cycle, construisant nos propres murailles de silicium et d'acier, ignorant les leçons que nos ancêtres ont laissées écrites dans le granit éternel de la Sibérie. Si la science officielle a raison, comment explique-t-il la vitrification? La réponse courte est « il ne l'explique pas ». Il se taise. Que feriez-vous si vous découvriez que notre histoire a été réinitialisée par la force? La question reste ouverte. Si notre histoire a été réinitialisée par la force, qu'est-ce que nous n'avons pas encore été autorisés à nous rappeler? À mesure que nous approfondissons les implications de Gornaïa Shoria, nous réalisons que l'emplacement de ces murailles n'est pas aléatoire. Elles sont situées dans une région qui, sur les cartes anciennes et dans les traditions ésotériques, est souvent associée à la mythique Hyperborée, la terre au-delà du vent du Nord, où une race d'êtres demi-dieux aurait prospéré avant le dernier grand cataclysme. Pour la science officielle, l'Hyperborée n'est qu'un mythe grec, une fantaisie géographique. Mais quand nous trouvons des preuves physiques d'une ingénierie qui surpasse la nôtre dans une région aussi reculée, le mythe commence à acquérir les contours d'une réalité historique supprimée. La Grande Muraille de Sibérie serait-elle la dernière ligne de défense de cette civilisation oubliée? Si nous observons la disposition des structures, elles semblent former un demi-cercle défensif, protégeant l'accès au cœur du continent contre quelque chose qui venait de l'océan Arctique. Si nous considérons que l'axe de la Terre a pu changer radicalement dans le passé, cette région sibérienne aurait pu avoir un climat tempéré, servant de berceau à une humanité qui maîtrisait les étoiles avant même que nous n'apprenions à labourer la terre. La nature interdite de cette découverte devient encore plus évidente quand nous analysons les expéditions les plus récentes qui ont tenté de cartographier le sous-sol de Gornaïa Shoria en utilisant des radars de pénétration de sol. Des rapports non confirmés mais persistants parmi les cercles de chercheurs indépendants suggèrent l'existence de vastes cavités artificielles sous les mégalithes. Des tunnels qui s'étendent sur des kilomètres, maintenant la même précision géométrique que les murs extérieurs. Si cela est vrai, les murailles que nous voyons à la surface ne sont que le toit d'un complexe souterrain colossal. Pourquoi construire vers le bas? Peut-être pour échapper aux radiations d'un soleil devenu hostile,
ou pour se protéger des ondes de choc des impacts cosmiques qui ont balayé la vie à la surface. Nous marchons sur une bibliothèque de pierre et de métal qui contient la véritable histoire de notre espèce, tandis que les autorités nous distraient avec des débats superficiels sur le changement climatique et la géopolitique passagère. Le véritable secret est sous nos pieds, protégé par des blocs de 3000 tonnes qu'aucun gouvernement moderne n'a intérêt à déplacer. La dépendance presque exclusive au carbone 14 dans la datation archéologique impose des limitations importantes quand nous traitons de structures en pierre massive comme le granit. Le granit ne peut pas être daté par le carbone. Ce que font les archéologues, c'est dater des restes organiques trouvés près des pierres, comme des cendres de foyer ou des fragments d'os, et attribuer cette date à la construction. C'est une erreur logique de base. Si vous trouvez une canette de soda moderne à l'intérieur d'une cathédrale médiévale, cela ne signifie pas que la cathédrale a été construite au XXIe siècle. De la même manière, trouver des outils en pierre de peuples nomades parmi les mégalithes sibériens prouve seulement que ces peuples ont trouvé les ruines et les ont utilisées, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Ils étaient les héritiers de quelque chose qui était déjà incroyablement ancien pour eux. La profondeur temporelle de Gornaya Shoria peut remonter à des centaines de milliers d'années, situant sa construction à une époque où, selon la biologie évolutive, l'Homo sapiens n'existait même pas. Cela nous force à envisager une possibilité qui en effraie beaucoup. Nous ne sommes pas la première espèce intelligente à dominer cette planète, et nous ne serons probablement pas la dernière. Le mystère des mégalithes de 3000 tonnes nous amène inévitablement à la question du qui. Si nous écartons l'idée d'extraterrestres, ce qui nous reste est une lignée humaine perdue, une branche de notre propre arbre génétique qui a suivi un chemin technologique complètement différent du nôtre. Alors que nous nous concentrons sur la combustion et l'électronique à semi-conducteurs, ils peuvent avoir maîtrisé la résonance harmonique et la manipulation de la structure atomique par le son. La muraille sibérienne pourrait être un gigantesque instrument de résonance, une machine planétaire qui stabilisait la magnétosphère de la Terre ou qui permettait la communication instantanée avec d'autres points du globe. Les anomalies magnétiques qui grillent les drones et désorientent les boussoles sur place aujourd'hui ne seraient que le bruit d'une machine qui est encore d'une certaine manière allumée, opérant à un niveau d'énergie que nous ne comprenons pas encore. Nous sommes comme des fourmis marchant sur un microprocesseur, incapables de comprendre la fonction de ce que nous voyons, étiquetant tout comme formation naturelle, seulement pour maintenir notre santé mentale et notre sentiment de supériorité. À mesure que le soleil se couche sur les montagnes de Gornaya Shoria, les ombres projetées par les blocs géants semblent former des codes qui ne peuvent être lus que d'en haut. C'est un motif répétitif qui fait écho à d'autres complexes mégalithiques à travers le monde. C'est un avertissement et un héritage. Un avertissement que la civilisation est fragile et que le temps est un prédateur implacable qui dévore même l'acier, ne laissant que la pierre comme témoin. Le silence qui entoure ces ruines est le même silence qui précède les grandes révélations. La Grande Muraille de Sibérie n'est pas seulement un mystère archéologique, c'est un miroir qui nous renvoie une image de notre propre mortalité civilisationnelle. Si eux qui déplacèrent des montagnes et façonnaient le granit comme de l'argile ont pu être effacés de l'histoire, au point que leurs œuvres soient appelées érosion géologique, que restera-t-il de nous dans 10 000 ans? La vérité sur qui a empilé ces mégalithes reste enterrée sous des couches de glace, de terre et de désinformation délibérée. Cependant, à chaque nouvelle mesure, à chaque nouvelle image satellite qui révèle l'étendue impossible de ces structures, le récit officiel devient plus insoutenable. Gornaya Shoria est la pièce finale d'un puzzle qui, une fois assemblé, révélera une image de l'humanité que nous n'avons pas été entraînés à voir. Une image où nous ne sommes que les locataires actuels d'un ancien manoir dont les véritables propriétaires sont partis à la hâte, laissant derrière eux des machines lourdes et des murs indestructibles. Le défi est maintenant d'avoir l'humilité d'admettre que nous sommes des amnésiques vivant dans un monde de géants, et que le premier pas vers notre avenir est de récupérer la technologie et la sagesse contenues dans les pierres silencieuses du sud de la Sibérie. Tant que nous continuerons à ignorer l'impossible, nous continuerons d'être condamnés à répéter le cycle d'ascension et de chute, sans jamais comprendre le véritable but de notre existence et le potentiel illimité que nous avons autrefois maîtrisé.
Les murailles de Gornaya Shoria ne sont pas la fin de notre quête, mais le début d'un voyage vers les profondeurs de notre propre origine. Elles nous forcent à tout remettre en question, notre science, notre religion et notre propre identité. Si des pierres de 3000 tonnes peuvent être déplacées et coupées avec la précision d'un laser à une époque de chasseurs-cueilleurs, alors rien de ce que nous savons n'est réel. Nous vivons dans une simulation historique construite par ceux qui souhaitent que nous oublions qui nous sommes réellement. Mais les pierres sont là. Elles ne peuvent pas être corrompues, elles ne peuvent pas être intimidées, et elles ne peuvent pas être réduites au silence pour toujours. Elles attendent le moment où notre curiosité sera plus grande que notre peur. Et ce jour-là, les murailles de la Sibérie parleront, et le monde que nous connaissons changera pour toujours, révélant que l'impossible a toujours été sous nos yeux, attendant seulement que nous ayons le courage de voir.